Sur la côte ouest de l'Afrique du Sud s'étend un monde rigoureux et impitoyable. Les précipitations y sont rares et pour les créatures qui y vivent, c'est un vrai défi. 10 mois par an, c'est un désert. Mais chaque année, pendant une courte période, les précipitations font naître une multitude d'espèces végétales. La terre s'ouvre brusquement pour révéler des trésors de vie. Le désert se transforme en une oasis de fleurs. Voici le Namaqualand. Situé au coin du désert du Karoo, le Namaqualand est un trésor botanique d'Afrique du Sud. Avec ses 440 000 km², il est plus grand que la Californie. Chaque année, le Namaqualand mène 2 vies. La plupart du temps, le semi-désert offre très peu de nourriture. Tout ce qui vit ici doit adapter ses besoins aux maigres ressources qui lui sont accordées. Et adopter des modes de survie fascinants pour subsister sur cette terre hostile. C'est un royaume dangereux et aride. Chaque espèce doit lutter pour sa survie. Mais ce n'est qu'une facette du Namaqualand. Les pluies hivernales font naître une toute autre terre. Une terre d'abondance. Pendant 2 mois, c'est une explosion de vie. Et les espèces qui survivent à l'été aride sont récompensées. La terre devient un refuge avec tout ce dont les espèces ont besoin. Aussi soudainement que cette terre se transforme en oasis, elle redevient un désert. Et il faut lutter pour survivre à nouveau pendant 10 mois. C'est l'autre facette de la vie au Namaqualand. C'est l'été
Et le Namaqualand est très sec. Les températures atteignent 40 degrés Celsius. La terre est brûlée et des vents torrides soulèvent des nuages de poussière qui empêchent la végétation de proliférer. Mais il existe une créature qui apprécie ce que le sable du Namaqualand lui offre. C'est le roi de la vie souterraine. Enfin, dans ce cas, la reine. Les serpentaupes passent le plus clair de leur temps enterrés dans le sable et peuvent survivre à la sécheresse du Namaqualand. Cette femelle est une mère. Sa famille est petite comparée à celle des autres serpentaupes. Les femelles peuvent avoir jusqu'à 95 petits. Pour ces jeunes serpents, cette période aride est l'occasion de grandir. Ils sont indépendants depuis leur naissance. Lentement mais sûrement, un par un, ils se débarrassent de leur mue et s'aventurent hors du nid. Leurs taches disparaîtront avec le temps et ils ressembleront bientôt à leur mère. Ces jeunes serpents mangeront de petits lézards, puis des mammifères une fois qu'ils seront assez gros. Leur mère n'a plus d'obligation envers eux. Elle doit maintenant penser à se débrouiller. Les serpentaupes s'enterrent dans le sable pour se protéger de la chaleur implacable. Son museau angulaire et sa petite tête lui permettent de creuser en profondeur. Mais quand elle veut se déplacer, elle a besoin du soleil qui réchauffe son corps à son froid. Avant de commencer à chercher un rataupe imprudent, elle sent les particules chimiques dans l'air avec sa langue fourchue. Cela va l'aider à décider quel chemin prendre pour trouver sa proie et lui éviter les dangers potentiels. Le serpentaupe n'est pas venimeux et n'a pas de stratégie de défense si un danger approche. Elle doit vivre prudemment. Elle continue ses recherches.
Le rat taupe émerge de son réseau complexe de terriers et commence à chercher un nouvel habitat. Il aime mener une vie solitaire. D'autres rats taupes ont élu résidence non loin de chez lui et il a donc décidé d'aller construire son nouvel habitat ailleurs. Tout son corps est conçu pour une existence souterraine. Ses dents en avant lui permettent de creuser la terre. Sa peau souple lui permet de se faufiler dans les terriers étroits. Ses griffes saillantes l'aident à déplacer la terre qu'il creuse. Son régime journalier est composé d'herbes, de racines et de géophytes. Ce sont des plantes à bulbes qui résistent à l'été dans le sol. Mais elles sont impuissantes face à ces bandits presque aveugles. Après de longues recherches, le rat taupe a trouvé un endroit parfait pour monter son camp et il se met tout de suite au travail. C'est un excellent mineur fait pour ce monde de sable. Ils sont de petite taille, 30 cm, mais leur habitat souterrain est immense. Certains terriers peuvent atteindre 300 mètres de long. Une fois qu'il a creusé son terrier, le rat taupe se réfugie à nouveau dans le sol. Et il a bien raison. Sur les dunes, le serpent taupe est toujours en chasse. Mais d'autres rats sont également au menu. Le rat siffleur de Brandt ne vit que dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud, où il a dû adapter son alimentation et ses habitudes pour survivre à l'aridité du Namaqualand. Pendant les longs mois d'été, les ressources sont maigres. Donc, des groupes de rats coopèrent pour assurer leur survie. Ces rats travaillent ensemble pour construire un réseau complexe de terriers. Chaque structure peut avoir plus de 20 entrées, ce qui permet aux différents membres de la colonie de s'échapper rapidement si le danger approche. Contrairement à la plupart des rongeurs, les rats siffleurs de Brandt sont diurnes. Ils ont besoin de la lumière du soleil pour éviter leurs prédateurs nocturnes. Le seul système d'alerte qu'ils possèdent est ce sifflement fort qu'ils émettent quand ils se sentent menacés. Dès que d'autres membres de la colonie entendent ce signal, ils se précipitent dans les tunnels les plus proches. Pendant la saison sèche, ces créatures sociables résident principalement dans le sol afin d'éviter la chaleur étouffante. Mais occasionnellement, elles doivent creuser en surface. Exclusivement herbivores,
Elle mange essentiellement des plantes grasses et des bulbes en été, et tout ce qu'elle trouve quand elle creuse. Toutes les plantes qui vivent ici ont elles aussi dû s'adapter pour supporter les conditions difficiles du Namaqualand. Les arbustes ont de longues racines pour atteindre l'humidité souterraine. Les plantes grasses stockent l'eau dans leurs feuilles et leurs tiges. Mais malgré cette adaptation, elles sont sans défense face à l'appétit du rat. C'est le mois de mai. L'hiver approche. Les températures baissent et permettent aux racifleurs de rester plus souvent dehors. Dans quelques mois, ils pourront se régaler de fleurs. Mais avant que les animaux commencent à s'empiffrer, il faut qu'il pleuve. Les terres sèches et arides attendent patiemment. Puis, la pluie arrive enfin. Les précipitations annuelles au Namaqualand surviennent entre juin et juillet. L'humidité monte brusquement dans le paysage et le désert peut respirer à nouveau. Après les précipitations hivernales, la terre se transforme radicalement. Au nord du Namaqualand, ce déluge soudain est immédiatement visible. Après les précipitations hivernales, la cascade de New Woodville s'écoule rapidement. Un cobra cracheur noir se prélasse au soleil. Toute cette vie intense va lui offrir de grandes quantités de nourriture. La cascade sert de refuge pour les animaux de la région pendant les 2 prochains mois. Une pause bienvenue après les 10 mois de sécheresse. Les basses températures hivernales permettent aux plantes d'absorber l'humidité disponible. Après 10 mois de sommeil, le Namaqualand se réveille et la nature s'épanouit. Et la vie rejaillit. Les fleurs tapissent tout le désert et recouvrent le paysage d'un kaléidoscope coloré.
la région devient un véritable paradis et d'étranges et magnifiques fleurs recouvrent le désert par touches colorées. Ces plantes utilisent cette période humide pour germer et répandre leurs graines. Une fois que la terre a absorbé toute la pluie, la flore va disparaître après quelques semaines. Les graines restent enfouies dans le sol et attendent les prochaines pluies hivernales. Et le cycle recommence. Certaines restent même enfouies sous le sol pendant des années et attendent la quantité de pluie idéale qui les ramènera à la vie. Pour survivre ici, il faut de la ténacité et de la patience. Les plantes ont dû apprendre à s'adapter, mais ce n'est pas le seul aspect fascinant de la flore au Namaqualand. Ici, une telle diversité d'espèces prouve combien cette terre est exceptionnelle. Au printemps, 3800 espèces de plantes recouvrent le sol. Presque 30% de celles-ci n'existent nulle part ailleurs. Le Namaqualand est vraiment un incroyable refuge pour la biodiversité. Si les pluies hivernales font naître la vie au Namaqualand, les fleurs dépendent aussi d'autres espèces pour assurer leur survie. Que ce soit le bec des nectariniidés, la langue des mouches ou les poils des scarabées. Chaque pollinisateur joue un rôle crucial pour entretenir le jardin du Namaqualand. Si la pluie est le compost, les pollinisateurs sont les jardiniers. Il y a bien plus d'espèces de fleurs que de pollinisateurs. Donc, les plantes rivalisent entre elles pour attirer les insectes et les oiseaux et adoptent des couleurs vives et des motifs originaux. Pour ces fleurs, c'est une course contre la montre, et les plus attrayantes l'emporteront. Pour polliniser, les scarabées singes sont guidés par des signaux visuels. Ils utilisent ces fleurs non seulement comme source de nourriture, mais aussi comme lieu de reproduction. Et certaines fleurs ont évolué pour profiter de cela. Sur certaines espèces de fleurs, on peut voir de nombreuses taches noires, connues sous le nom de taches de scarabée. Ces taches sont ingénieuses, mais aussi trompeuses. Les scarabées, leurrés, gravitent autour de ces fleurs et tentent de s'accoupler avec.
Après s'être roulés dans le pollen sans trouver de partenaire pour se reproduire, les scarabées ont rempli leur fonction. Leurs nombreux poils raides sur leur corps distribuent le pollen, tandis qu'ils se déplacent de fleur en fleur. Ainsi, les fleurs ont développé une façon intelligente d'assurer leur survie. Les scarabées singes pollinisent les fleurs de leur choix. Mais d'autres insectes sont plus sélectifs. La Nemestrinidae du Namaqualand ne peut polliniser que les plantes capables d'accueillir sa langue très longue. Bien que ce membre non rétractable de 5 cm semble un inconvénient, il a au contraire un énorme avantage. Elle est l'unique pollinisateur de la fleur Meidestert à longue tige. La fleur et la mouche ont évolué en parallèle jusqu'à entretenir une relation bilatérale. La mouche ne peut accéder au nectar doux et sucré qu'à la base de la fleur, et la fleur n'a que cette mouche comme pollinisateur. Aucun autre rival. Ces mouches et ces fleurs n'existent qu'en Afrique du Sud. Bien qu'elles aient un accès privé à la fleur Meidestert, savoir les polliniser est tout un art. Avoir la langue plus longue que son corps peut être difficile à manœuvrer. Tandis que les plantes et les pollinisateurs du Namaqualand ont évolué main dans la main, une autre relation a un effet encore plus visible sur le paysage. La Gorteria diffusa est une espèce de fleur, plus communément appelée la marguerite scarabée. Cette espèce se démarque des autres fleurs du Namaqualand pour une raison particulière. Avec le temps, cette fleur orange s'est modifiée 15 fois. Mais chacune de ces variantes attire la même créature, la mouche Megapalpus. Quand les plantes se modifient, c'est habituellement pour tenter d'attirer différents pollinisateurs et accroître ainsi leurs chances d'être pollinisées. L'extraordinaire évolution de la Gorteria est unique parce qu'elle n'est pas due à une tentative d'attirer différents pollinisateurs. Bien que la fleur se modifie, elle se fait polliniser par les mêmes espèces de mouches, mais de façon différente. Une de ces variantes possède des taches en forme de corps de mouche sur ses pétales, qui incitent le mâle à vouloir s'accoupler avec elle. Il se recouvre complètement de pollen et aide ainsi à polliniser d'autres marguerites scarabées. Une autre variante de la Gorteria a adopté une stratégie très différente. Quand la mouche atterrit sur cette fleur, les pétales se referment et la capturent pour la nuit. Mais ce n'est pas un acte de prédation. La fleur fait cela afin que la mouche soit entièrement recouverte de pollen. À l'intérieur, les pétales s'assombrissent pour que la mouche soit réchauffée plus vite par les premiers rayons du soleil.
La mouche ne profite pas seulement d'un abri sûr et chaud pour la nuit, mais elle a aussi un petit déjeuner à base de pollen au réveil. Ces fleurs composent la plupart de cette nuance orangée du Namaqualand. La mouche Megapalpus est leur seul pollinisateur. Donc, si elle devait s'éteindre, la splendeur orangée du Namaqualand disparaîtrait. Le mois de septembre est une période frénétique pour les insectes du Namaqualand qui peuvent se nourrir et polliniser. Certains ont vite compris comment exploiter toute cette abondance. Des hérons garde-bœufs opportunistes suivent des troupeaux d'antilopes et mangent les insectes qui virevoltent autour d'eux. Les scorpions sont également au menu, mais leur venin peut être mortel. Heureusement, les hérons ont une façon de juger la toxicité de l'arachnidé. Plus les pinces sont grosses, moins ils sont venimeux. Les hérons choisissent donc leur plat prudemment. Même s'il n'est pas mortel, le repas peut quand même pincer. Dès que le héron a trouvé une façon pratique de le prendre, il l'avale tout entier. Son estomac, dont le taux d'acidité est élevé, le digère ensuite facilement. Les oiseaux ne peuvent pas se permettre de trop manger, sinon ils ne pourraient pas voler. Ils doivent donc digérer le repas le plus rapidement possible. De cette façon, ils emmagasinent un maximum d'énergie pour un minimum de risque. C'est une période d'abondance pour tous. Les plus gros mammifères en profitent pour élever leurs petits. Et leurs crottins aident à fertiliser les fleurs qui nourriront la faune pendant encore tout le printemps. Au Namaqualand, il existe des zones favorables à la vie toute l'année. L'arbre carquois pousse en période d'abondance. Chose étonnante, l'arbre carquois n'est en fait pas un arbre, mais plutôt le dernier ancêtre des aloès, des plantes aux feuilles grasses et en forme de rose. Dans le passé, les Bushmen utilisaient ces plantes pour fabriquer les carquois pour leurs flèches de chasse, d'où le nom. Comme tous les aloès, l'arbre carquois s'est bien adapté à l'environnement rigoureux du semi-désert. Les tiges fibreuses absorbent les pluies irrégulières, tandis qu'une fine couche de poudre blanche sur l'écorce reflète les puissants rayons du soleil.
Les feuilles grasses stockent l'humidité absorbée et le fait qu'elles soient en hauteur évite l'évaporation. Cette plante est un aloès à fleurs. Elle doit donc être pollinisée. Pour cela, elle produit de grandes quantités de nectar sucré auxquels peu d'oiseaux ou d'insectes ne résistent. À 100 km au sud-ouest des champs de fleurs et des forêts exotiques, le Namaqualand dévoile encore un tout autre paysage. Une multitude de cailloux blancs jonchent le désert. Il n'y a que des plantes naines et des plantes grasses qui poussent sur le sol salin de ces champs de quartz. Ce sont des paysages miniatures, composés de plantes miniatures qui sont parfaitement adaptées à cet habitat. Le bababouji, en français le derrière de bébé, est une plante grasse qui n'existe que dans les champs de quartz du Namaqualand. Il a développé une stratégie de survie remarquable qui lui permet d'être ici chez lui. Afin de se cacher des herbivores affamés, il se mimétise avec les rochers blanc-gris qui se trouvent dans les alentours. Il n'y a pas que les plantes qui se cachent au vu et au su de tous. Ces plaines caillouteuses abritent des créatures très particulières et inhabituelles que l'on remarque souvent peu. Parfaitement dissimulée dans les champs blancs et semi-translucides, la sauterelle des roches est un maître du camouflage. Tout son corps lui permet de se dissimuler dans les champs de quartz. Certaines parties de son corps semblent même légèrement tordues pour imiter les formes imparfaites des roches. Les minuscules poils sur ses jambes adoucissent les contours de son ombre. Quand elle se sent menacée, elle peut aplatir ses antennes pour imiter encore mieux les roches. Elle est la reine du camouflage du Namaqualand. Le scolopendre de Chine à tête rouge passe au peigne fin les champs de roches à la recherche de sauterelles imprudentes et utilise la vitesse et l'endurance comme mode de prédation. Il inspecte de grandes zones en peu de temps et espère tomber sur un repas potentiel. C'est un méchant prédateur. Et il attaquera tout insecte ou animal plus petit que lui, grand de 20 cm. Dès qu'il trouve la sauterelle blessée, il mord la victime en injectant son venin et la dévore immédiatement. Contrairement à son homologue camouflé,
la sauterelle à écume empoisonnée a évolué pour se défendre. Elle se défend en mangeant certaines plantes que la terre lui offre. Elle se nourrit principalement de laitrons vénéneux et ingère ainsi les toxines en les stockant dans ses articulations. Quand elle est menacée, elle suinte ce poison en une écume mortelle. L'insecte flamboyant exhibe fièrement ses couleurs. Dans la nature, tout le monde sait que plus un animal est coloré, plus il est venimeux. Elle cherche de la nourriture dans les fleurs du Namaqualand sans peur d'être mangée. Si un imprudent prédateur tente de le faire, il va en payer le prix. Mais pour se défendre, pas forcément besoin de poison. Plus semblable à la sauterelle des roches, la Namaqua homopode marquée reste hors du danger en se cachant. Cet animal qui tient dans une poche se traîne péniblement à travers le paysage du Namaqualand. Cette tortue, qui ne dépasse pas 9 cm, est la plus petite au monde. Sa carapace plate gris-marron lui permet de se dissimuler parfaitement dans les fissures des roches. Durant les étés chauds, elle se nourrit de plantes grasses résistantes. Au printemps, elle est récompensée par des mets délicieux à base de fleurs. Elle ne se retient pas. Ces fleurs ne seront pas là longtemps. La tortue se gave de ces délices qui ne sont là qu'une fois par an. Comme beaucoup d'espèces au Namaqualand, elle ne vit nulle part ailleurs. Avec ses homologues endémiques, la Namaqua homopode marquée est faite pour prospérer dans cet environnement singulier. Au Namaqualand, les espèces se sont développées de génération en génération pour pouvoir vivre dans ce biome. Le printemps abrite l'une des transformations naturelles les plus merveilleuses au monde. Chaque année, on passe d'un désert à une oasis en un laps de temps très court. L'existence contrastée de cette terre témoigne de la capacité qu'a la nature à s'adapter et à se transformer.
passant d'une terre de famine à une terre d'abondance.